Donc effectivement, vous êtes venu à la conférence qui va durer que 45 secondes, 42 pardon, ça y est, déjà je m'embrouille. Donc dans 42 secondes, vous ne me voyez plus et puis voilà quoi. Non, je plaisante. Donc l'idée de cette présentation, ça va être qu'à la sortie, vous soyez en mesure d'avoir une réflexion globale sur vos processus d'automatisation pour WordPress. L'idée étant qu'il y a sans doute des choses au quotidien dans votre activité qui vous prennent un temps monstrueux et très régulièrement vous faites les mêmes choses. Donc ma petite passion du moment, c'est un peu de creuser tous ces sujets d'automatisation. Et bien entendu, dans la mesure où je fais du WordPress depuis maintenant presque 18 ans, c'est de l'appliquer à WordPress. Voilà. Donc la première question que je voudrais vous poser, combien de temps vous mettez pour installer un WordPress? Quand j'entends par installer, c'est vous récupérez le WordPress, vous le mettez sur un serveur et vous vous connectez sur le back-office, il y a la base de données, il y a à peu près tout qui fonctionne. On peut pousser en installant un thème et 2-3 réglages. Si on part sur moins de 30 minutes, qui ferait ça en moins de 30 minutes dans la salle? Ok. Plus de 30 minutes? Ok, d'accord. Bon, l'objectif, c'est de faire ça en 42 secondes, voire un peu plus selon l'adaptation de comment vous allez adapter le workflow que je vais vous proposer. Donc moi, je considère que c'est trop long et c'est surtout trop pénible. Alors, automatiser. Donc déjà, si on définit un petit peu ce que l'on entend par l'automatisation, ça va être de faire travailler la machine et non pas l'humain. Donc vous êtes devant votre ordi, quand on parle ici pour le cas de ce scénario de déployer un WordPress, ça va être vous récupérez sur frwordpress.org le zip, vous le décompressez, vous l'envoyez via la méthode qui vous plaît en FTP, en tout ce que vous voulez sur votre serveur. Ça veut dire que vous avez configuré en amont votre plan d'hébergement, que l'IP au niveau des DNS pointe bien, que le domaine a été acheté, que vous avez tout ce qui vous va bien. Donc peut-être que c'est déjà plus de 30 minutes quand on creuse un petit peu le sujet, alors qu'en fait on peut à chaque étape, et je pense qu'aujourd'hui on peut atteindre les quasiment 100% de ces étapes-là que l'on va pouvoir automatiser. Il y a quelques prérequis. 3 grands prérequis. Le premier, déjà, c'est d'avoir un espace d'hébergement. Alors après, dans le scénario que je vais vous proposer, ça marchera sur du cPanel, mais vous pourriez très bien l'adapter sur du Plesk ou tout autre type d'hébergement qui disposerait d'une API. Ça va être un peu le mot-clé de la journée, API, puisqu'il va falloir s'amuser avec. Le deuxième prérequis, ça va être de se dire « Ok, je vais automatiser, mais mon installation, je ne vais pas avoir envie à chaque fois de refaire les mêmes réglages, c'est-à-dire les réglages de lecture, les réglages de permalien, créer 2-3 pages de base, la page d'accueil, la page blog, peut-être virer les commentaires, peut-être désactiver 2-3 fonctionnalités de WordPress que vous ne voulez pas, mettre des mu-plugins, mettre vos 2-3 plugins favoris à chaque fois. » Donc ça veut dire que tout ça, déjà, à la base, il faut que vous l'ayez pensé en ayant une instance qui est votre site modèle, votre site template. Alors évidemment, vous pouvez avoir plusieurs sites templates. Un site template ultra basique avec un thème pour faire du full site editing, pourquoi pas un template avec du Elementor dessus, ou du WooCommerce, ou tout ce que vous avez en tête pour un site de base. Donc ça, déjà, ça nécessite une réflexion et de bien le poser. Donc idéalement, moi, dans mon cas, je vais l'héberger en ligne pour pouvoir venir le cloner en SSH très rapidement. Donc ce modèle-là, il peut bien sûr évoluer au fil des mois en fonction de vos besoins et s'en servir de base. Voilà. Le troisième prérequis, ça va être d'avoir une solution d'automatisation. On va en passer en revue 3. Il peut y en avoir bien évidemment d'autres ou des choses que vous pourriez créer vous, qui seront des solutions auto-hébergées ou dans le cloud. Donc ça va être un peu le corollaire de la présentation. C'est notre solution d'automation que l'on va câbler sur WordPress qui va permettre de faire un peu tout ce que l'on veut avec. Et c'est là où la magie va opérer. Ah oui, il y a un quatrième prérequis, j'ai oublié. Évidemment, il va falloir définir une méthode de déclenchement. Qu'est-ce qui va être le trigger, en anglais, le fameux déclencheur de votre automatisation? On verra qu'il y a plein de possibilités pour faire ça. Moi, dans mon cas, ici, on partira sur déclencher ça via une commande Slack. Donc Slack, ceux qui ne se connaissent pas, c'est ce qui permet de discuter et de gérer des notifications, un peu comme Discord, si vous êtes un peu plus branché là-dessus.
Alors déjà, pourquoi on fait ça? Parce qu'à un moment donné, pourquoi on fait une action, pourquoi on veut automatiser? Bon, la première des choses, c'est, dans quel cas d'usage, pardon, ça va être d'opérer une démonstration, par exemple, pour un prospect. Vous avez un prospect, un rendez-vous client dans 30 minutes, il faut tout de suite monter une démo parce que votre prospect n'a jamais vu WordPress de sa vie. Donc, bon, soit vous le faites à la main, soit vous faites une commande. Dans la minute, vous avez votre WordPress qui fonctionne. Éventuellement, vous mettez 2-3 infos qui collent à la demande du client pour montrer que vous avez bossé un petit peu le rendez-vous. Et c'est opérationnel. Un autre cas de figure, ça va être de tester une faisabilité technique sur une fonctionnalité. Vous pourriez le faire en local, mais parfois on a envie d'être en ligne quand on veut tester des choses. Et dans ce cas-là, votre petite commande vous permet de déclencher un WordPress et de commencer à tester, installer un plugin ou ce genre de choses. Donc là aussi, vous pouvez créer une instance de développement sur un modèle rapidement. On va passer. Fournir un espace de démonstration, ça aussi, ça rejoint un petit peu les autres points, mais par exemple, on vous demande de faire une démonstration d'une extension, WooCommerce, SEO Press ou je ne sais quoi, et tout de suite, vous pouvez déployer un site qui sera accessible depuis Internet, puisque potentiellement, vous avez un client, des prospects ou même des amis à qui vous voulez montrer ce genre de choses. Donc, il faut que ça soit en ligne, ça c'est très important. Et aussi, on peut aussi également penser à automatiser des scénarios de test avant la livraison. Donc, admettons que vous avez un jeu d'essai, un jeu de données, des configurations. Et là, vous déployez un WordPress vierge et vous allez tester sur une instance comment ça se passe voilà, sur un serveur qui vous appartient. Voilà. Il y a plein d'autres cas d'usage, évidemment. J'en ai listé que quelques-uns ici. Alors, avertissement. Donc déjà, dans cette conférence, ce que je vais essayer de vous montrer, ce n'est pas forcément quelque chose à la sortie ou tout de suite, comme on pourrait vous vendre du rêve sur LinkedIn, vous allez récupérer un template sur une plateforme d'automatisation, vous l'importez, c'est parti, et vous avez votre site qui se lance à WordPress en 42 secondes. Donc désolé, il va falloir bosser, ça c'est clair. Mais par contre, il faut voir le retour sur investissement à plus ou moins long terme de ce que vous allez pouvoir tirer de ça et comment vous allez pouvoir l'étendre à vos propres business et activités. Donc il faudra adapter, ça c'est très important. Ensuite, ce que je vous demanderai, c'est surtout de retenir les concepts généraux, de voir un petit peu l'enchaînement des process et se dire, ok, bon là, il a peut-être fait ça et ça, moi je peux le reprendre à mon compte et l'appliquer ou pas, et peut-être que j'ai une autre idée que je vais pouvoir venir greffer parce qu'il n'en a pas parlé. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment essayer de faire du concept général. Mais on va quand même aller dans le détail. Bon, l'automatisation, évidemment, ça représente un investissement. Vous n'allez pas faire ça en 24 heures comme ça, demain matin, c'est parti. Il y a un peu de temps, ça dépendra aussi de vos niveaux de compétences et de vos ressources au niveau serveur, par exemple, ce genre de choses que vous aurez à dispo. Par contre, le retour sur investissement, il est clairement très positif. Bon, pourquoi on automatise? Bon, c'est assez simple, hein. Le temps, c'est de l'argent. À partir du moment où on considère que le temps existe, puisqu'on peut considérer que le temps n'existe pas. Et dans ce cas-là, je vous dirais que le temps, on peut le remplacer par de l'énergie. Dans ce cas-là, l'énergie, c'est votre ressource disponible. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de récupérer ici. Deuxième point, ça évite de faire des erreurs, puisque forcément, le process que vous faites, vous le connaissez par cœur, ça vous prend une demi-heure, 2 heures, 3 heures. Oui, sauf qu'à un moment donné, vous avez renverser la tasse de thé sur votre table, vous avez un coup de fil, vous êtes interrompu, vous avez le chien qui aboie, j'en sais rien, et votre process, vous avez fait une erreur de saisie, vous avez un mot de passe qui part en vrille, n'importe quoi. Donc du coup, votre process, il va être perturbé par des interactions externes. Là où en fait, avec la machine, on est, à moins qu'il y ait, il peut y avoir toujours des perturbations, mais ça va être beaucoup plus compliqué, donc on réduit le risque d'erreur. On va standardiser. Bon, c'est vrai que l'image n'est pas forcément la plus intéressante ici. On va standardiser. On va standardiser et l'intérêt de ça, c'est de se dire on fait tout le temps pareil et tout le temps la même chose. Il n'y a pas quelque chose qui va un peu dévier. Alors on verra qu'on pourra altérer, notamment dans le choix du site que l'on veut cloner avec, dans les commandes, mais l'idée c'est de faire des choses qui se ressemblent à chaque fois et de ne pas en dévier. Et plus on standardise, moins normalement on fait aussi d'erreurs et plus on va vite. Alors, comment on automatise? Parce que bon, maintenant que j'ai posé un peu le sujet, il va falloir commencer à rentrer dans le dur. Donc le premier point déjà, ça va être, que je vais vous donner en conseil, c'est définissez qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur de votre automatisation. Donc ça peut être par exemple une tâche planifiée.
tous les jours, toutes les nuits, vous déclenchez un processus qui va générer, pourquoi pas, un WordPress qui sert de démo parce que vous êtes éditeur d'extension, je sais pas, vous réinitialisez des démos, ce genre de choses. Ça peut être le cas. Vous pouvez faire un événement par rapport à une application, c'est-à-dire dans une autre application, à partir du moment où vous avez activé un élément, eh bien, ça doit déclencher la génération d'une instance de test. Je ne sais pas, vous avez un outil de gestion de lead. Votre lead a été validé dans le pipeline pour passer en démonstration client, rendez-vous et prix. Eh bien, vous automatisez la création d'une démo qui servira qu'à ce client avec, par exemple, un sous-domaine pour le client. Voilà, une petite astuce comme ça. Vous pouvez aussi passer par une requête HTTP de type webhook, c'est-à-dire que si vous avez un événement qui interagit par la requête, alors ça se déclenchera à ce moment-là. Et on peut aussi se dire quand on soumet un formulaire, ça peut être très pratique quand vous êtes éditeur, vous vendez une extension, un thème WordPress, vous voulez créer une démo pour le client en question, eh bien il remplit un formulaire, il met son email, il met son prénom, et vous générez derrière une démo. Il y a pas mal de sites qui font ça. Ça peut être aussi via un chatbot. Voilà, vous interagissez en chat avec de type un peu chatbot type IA, et puis derrière, ça déclenche la commande. Ça, c'est possible. Après, on peut tout faire. Les déclencheurs, il y en a des tonnes. Là, ici, l'idée, c'est que dans mon cas, je vais retenir une commande via Slack, parce que c'était le plus pratique pour moi. Voilà. Il faut découper le processus. Et ça, c'est hyper important de ne pas remettre, de faire des grosses tâches. Moi, on verra après dans la démonstration. L'idée, c'est vraiment de découper avec le plus de petites tâches possibles pour que déjà, dans votre tête, vous vous projetiez au niveau du scénario que vous allez mettre en œuvre. Ça, c'est très important. Donc, tout à l'heure, par exemple, on a évoqué rapidement le fait de « Ah ben oui, il me faut un nom de domaine avec une zone DNS qui pointe vers le bon serveur ». Il faut que je récupère par téléchargement ou une commande le zip de WordPress, la dernière version, le site modèle à récupérer, enfin, on peut faire plein de choses. Et toutes ces étapes-là, c'est important de vous les noter en amont pour vraiment faire ce découpage. Et après, bien sûr, vous viendrez faire évoluer vos processus, mais passer par cette phase de limite de réflexion un peu mentale, un peu heuristique limite. Ensuite, il va falloir ajuster le flux de travail au fil du temps. Voilà. Donc évidemment, ne cherchez pas à faire le flux parfait dès le début. Ça, c'est une grosse erreur. Vous allez perdre beaucoup de temps. S'il y a une tâche, par exemple, dans les étapes qui vous bloquent, c'est un peu technique, vous ne savez pas faire, il faut faire un peu de code, ou vous n'avez pas forcément la documentation sur une API, ce genre de choses, passez à l'étape suivante. En fait, vous ne bloquez pas parce que ça va vous dégoûter de l'automatisation. Commencez par des process qui sont vraiment simples, 2-3 étapes, et après, vous monterez à 20, 30, 40 étapes très rapidement, quoi. Mais démarrez petit. On va parler des outils. Alors, bon, vous en connaissez sans doute pas mal dans ce que je vais citer. Il y en a sans doute d'autres aussi. Un des plus connus, ça va être Zapier. Qui utilise dans la salle ici Zapier, par exemple? Pas tant que ça, d'accord. Zapier, c'est pas mal. Je crois que c'est un des plus vieux. C'est très facile à utiliser. Il y a pas mal, les configurations sont assez assistées. Il y a beaucoup d'intégration. On va juger un bon outil d'automatisation à la capacité à s'intégrer avec le plus d'outils. Si l'intégration n'est pas faite, la plupart du temps, c'est pas grave. En réalité, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle des modules un peu génériques pour aller faire des requêtes, ce genre de choses, et vous pourrez vous connecter en faisant un peu d'effort. Mais c'est vrai que Zapier, là-dessus, ils ont le plus gros catalogue. Au niveau doc, c'est très bien et c'est plutôt fiable là-dessus. Pour l'utiliser sur certains projets clients, ça marche vraiment très bien. Au niveau faiblesse, les tarifs sont un peu complexes et ça peut vite devenir onéreux. C'est pas toujours flexible quand on fait des conditions un peu avancées et surtout, ça c'est mon point négatif puisque dans ma recherche d'avoir le système d'automatisation, on va dire, qui me correspondait le mieux, je préférais des solutions qui ne soient pas dans le cloud, mais dont on ait le contrôle à 100%, donc auto-hébergé. Voilà. Donc ça, on verra que ça peut être le cas. Un deuxième outil, ça va être Make. Pareil, qui utilise Make ici? Ouais, ok. Donc Make, c'est un peu comme Zapier, hein, ça fonctionne à peu près pareil. L'interface est peut-être un peu plus puissante. Bon, après, c'est une question de goût. Au niveau des étapes, on peut vraiment aller très très loin avec des histoires de boucles et tout ça. Les tarifications, bon, c'est pas mal. Et il y a pas mal aussi de modules en natif qui vous permettent d'aller très loin et assez facilement. Voilà. Au niveau des faiblesses, ça devient de plus en plus compliqué quand le scénario il a de plus en plus d'étapes. Au niveau tarif, là aussi, ça peut devenir complexe parce qu'il faut arriver à comptabiliser le nombre d'opérations, ce genre de choses. Et il n'y a toujours pas de version auto-hébergée. Donc ça, pour moi, c'était un no-go également.
On peut auto-héberger son WordPress, donc pourquoi on ne peut pas auto-héberger du coup son outil d'automatisation. Et donc la solution, c'est N8N. Qui utilise N8N dans la salle? Eh ben, j'espère que vous serez plus nombreux à la fin de cette conférence. Il va falloir tester. Alors, N8N, qu'est-ce que c'est? Deux options. Soit vous prenez la version cloud. Dans ce cas-là, vous embêtez pas avec l'hébergement, vous payez, vous testez. Soit vous faites de l'auto-hébergé. Un auto-hébergé, par exemple, dans mon cas, j'ai pris du Docker sur un NAS Synology, ça marche très bien. Ça s'embête pas. J'avance un peu. Donc c'est open source, ça aussi, c'est plutôt pas mal. Il y a une excellente communauté avec un support vraiment très actif, donc ça fait plaisir. Il y a beaucoup d'intégrations, il y en a 1000, mais on est loin du coup des 8000 de Zapier, mais en vrai, on peut vraiment tout faire. Et c'est un des premiers qui intègre l'intelligence artificielle au niveau de ce qu'on appelle les nœuds, donc les petits modules que l'on va connecter. Et ça, c'est ultra puissant. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas en parler, mais vous pourriez très bien imaginer utiliser N8N pour de la génération de contenu, par exemple, avec des agents IA qui seraient branchés dans votre workflow de travail. Et comme ça, vous aurez de la génération de contenu qui pourrait vous faire des bases de travail sur lesquelles interagir, faire de la traduction automatisée, ce genre de choses, par des simples commandes, en fait. Et ça c'est plutôt efficace. Au niveau des faiblesses, c'est peut-être l'outil le plus compliqué dans ceux que j'ai cités, clairement. Il a une super interface, mais c'est vrai que c'est un peu plus raide, surtout quand on débute et qu'on n'a pas forcément quelques connaissances en programmation, puisque effectivement, si vous avez un profil tech, ça va vous aider à aller plus vite également avec ces outils qu'on appelle no-code ou low-code. Et la maintenance, du coup, si vous êtes en auto-hébergé, il faut la faire, donc il y a des mises à jour. Bon, c'est pas très compliqué, mais on peut se retrouver, si on fait des bêtises, à perdre toutes ces données si on ne gère pas bien son Docker, ça peut arriver. Et interface parfois moins épurée, bon, ça, voilà, ça je l'ai cité, on peut, alors, ça se vaut honnêtement, mais chacun trouvera midi à sa porte sur les outils. Donc, on va passer à la partie qui vous intéresse le plus, effectivement, ça va être de vous montrer comment moi j'ai fait pour avoir mon process de déploiement d'un WordPress le plus rapide possible. Et je vous donnerai le temps réel que ça prend pas 42 secondes. Ça, c'est un aperçu. C'est fait exprès que la capture est juste là pour vous montrer le nombre d'étapes, vous montrer un peu jusqu'où on peut aller dans le flux. Mais en vérité, à y réfléchir, on pourra aller beaucoup plus loin, en combinant avec plusieurs branches, par exemple, ce genre de choses. Donc là, c'est pour vous montrer un aperçu du nombre d'étapes. Je crois qu'il y en a une vingtaine, voire un peu plus, parce qu'à l'intérieur, on peut avoir des sous-étapes. C'est pas mal de boulot, mais une fois qu'on maîtrise la plateforme d'automatisation que vous aurez choisie, N8N ou une autre, et que vous êtes un peu à l'aise sur la connexion à des API, ça va relativement vite. Bon, cela dit, c'est pas 2 heures de boulot, c'est plutôt une journée, voire 2-3 jours, quoi. Après, une fois que vous savez en faire des flux comme ça, vous pouvez en enquiller et tout un tas de process qui sont pénibles au quotidien, vous allez pouvoir déjà les imaginer, les découper en plusieurs tâches et pourquoi pas vous dire, tiens, j'ai un outil d'automatisation, j'ai du WordPress, je peux connecter des choses, on va essayer. Et là, vous allez gagner un temps de dingue. Alors, je vous ai fait une démo, qui sera une petite démo vidéo pour vous projeter à quoi ressemble l'action de déclencher le déploiement et de passer par le flux. Et derrière, après, ce que je vais faire, c'est que je vais décortiquer chaque étape dans les quelques minutes qui me restent pour vous expliquer un peu ce que ça implique dans la faisabilité du truc. Alors, normalement, c'est censé marcher. Ouais, nickel. Donc là, je commence par déclencher une commande sur mon Slack. J'ai plusieurs commandes, en fait, je me suis fait plusieurs sites starter. Donc voilà, je suis parti sur un sous-domaine pour le WordCamp et j'ai donné un nom. Alors là, ça démarre très vite. Ça me crée le cPanel chez mon hébergeur favori, ça extrait le mot de passe, le login. Donc je suis allé jusqu'à faire tout ça, mais j'y reviendrai sur toutes les étapes. Je crée la base, je crée l'utilisateur, je crée une clé SSH, je génère un WordPress qui est déjà hébergé, qui est mon site modèle. Je vais aller le décompresser. Je vais bien sûr définir les clés dans le wp-config qui vont bien par rapport à ma base de données que je viens juste de créer, donc je récupère les informations. Je reste dans le champ. Et ensuite, alors là c'est l'étape la plus longue. Ça dépend de votre serveur au niveau écriture, décompression. Et après, bon, on écrit dans le fichier wp-config, donc ça, on met un peu des trucs en plus aussi que j'aime bien. Petit if sur mon modèle, j'aurais pu prendre, pour ceux qui aiment Elementor, moi je suis pas fan, mais des fois on m'en réclame, donc je me débrouille avec. Et ensuite on update le core, on update les plugins, les extensions plutôt, et on met une petite tâche planifiée, parce que j'aime bien mettre un cron serveur, voilà. Et alors le truc qui est cool que j'ai rajouté il n'y a pas longtemps, c'est que si vous êtes sur du Cloudflare au niveau de la zone DNS, vous pouvez utiliser l'API et donc créer l'enregistrement qui va bien pour le sous-domaine WC Toulouse sur mon domaine WP Channel. Et ensuite, je
renvoie à Slack l'information comme quoi eh bien, ça a bien marché. Et donc j'aurai l'URL, bon, ça va arriver, de toute façon c'est bientôt fini. Voilà, les mises à jour c'est toujours le plus long dans WordPress, c'est vrai. Bon voilà, après ça va hyper vite. Et voilà, donc là j'ai un petit sous-domaine qui est créé. Bon, évidemment, alors j'ai pas encore automatisé le Let's Encrypt, c'est un peu compliqué. Petite protection de sécurité, et ensuite vous aurez un site qui affiche une page vierge, puisque moi je pars toujours sur des sites qui sont vierges au niveau du front. Donc vous verrez rien de spécial, mais là j'ai mon site, alors on ne voit pas la barre d'URL, mais le site est fonctionnel, et on peut accéder, commencer à mettre des contenus, faire des choses, préparer une démo client, préparer une démo produit, tout ce que vous voulez. Le process, je vais rentrer dans les détails. On va passer. Alors il y a 6 grandes étapes. Donc la première, c'est que je déclenche donc par Slack, comme vous l'avez vu. Donc j'ai fait plusieurs commandes Slack, mais en gros, j'ai slash le nom de ma commande. Je mets le nom de domaine ou un sous-domaine sur lequel j'ai déjà les droits. Et je vais mettre un nom d'utilisateur pour, ça c'est pour mon compte cPanel. Voilà, moi j'utilise cPanel au niveau hébergement. Vous pourriez utiliser autre chose, que ça serait pareil. Alors évidemment, là on a 2 arguments, le domaine et l'utilisateur, mais on pourrait imaginer que vous ayez 3, 4, 5, autant d'arguments que vous voulez, parce que derrière vous allez comme ça orienter votre automatisation selon vos besoins. Vous pourriez par exemple définir le modèle de site que vous voulez déclencher dans la commande. Moi ici, si je rajoute un 3e argument, j'ai le modèle de site. Voilà. Bon, si j'en mets pas, c'est le modèle de base. Au niveau du déclenchement, j'utilise un webhook, donc c'est un webhook qui est envoyé par Slack à N8N, ça veut dire que je déclenche uniquement à la demande de l'automatisation. Je vais utiliser l'API de WHM cPanel, donc là ça nécessite d'avoir accès à l'API de votre serveur pour pouvoir créer le compte cPanel, ou Plesk ou autre chose. Si vous ne l'avez pas, vous simplifiez, vous enlevez cette étape-là et vous passerez directement à la partie suivante et vous n'aurez pas cette automatisation côté serveur si vous n'êtes pas en mesure de le faire. Ça va vraiment dépendre de ce que propose votre serveur et aussi si vous êtes à l'aise avec la connexion des API. Je vais utiliser aussi Cloudflare ici, bon c'est un peu du bonus, pour aller injecter dans la zone DNS un enregistrement de type A. Ça c'est hyper puissant, ça se fait en 5 minutes. Et bien sûr, WP-CLI, donc WordPress en ligne de commande. Qui utilise WP-CLI petite tiers, moitié. Ok. Bon, WP-CLI, il faut vraiment, ceux qui ne connaissent pas, c'est orchestrer WordPress par la ligne de commande. Donc c'est hyper puissant, vous pouvez tout faire sur WordPress et ça va nous permettre de faire des actions qui sont très fiables en fait sur notre instance. Et le dernier point, c'est, voilà, on renvoie l'information à Slack, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on pourrait très bien avoir un chatbot et renvoyer l'information dans le chatbot, faire du SMS ou ce que vous voulez en fait. Après, on peut partir dans tous les délires. Si vous avez branché un objet connecté chez vous, ça allume une lumière, je sais pas. Ça, après, c'est chacun son petit délire. Alors, je vais accélérer un petit peu. Donc, la commande Slack, il faut créer un bot Slack avec un canal qui a les droits pour déclencher l'automatisation. Donc déjà, là, il faut gérer ça. Ensuite, on peut gérer plusieurs arguments, donc ça c'est ce que je vous disais il y a 1 minute, et penser à la sécurité. Parce qu'évidemment, vous êtes dans un Slack, il n'y a pas que vous dans votre instance, il ne faudrait pas qu'un autre utilisateur débarque, tiens, il y a une nouvelle commande, qu'est-ce que ça fait? Ah, ça déploie des sites sur des serveurs, il y a peut-être d'autres trucs dessus, bon, c'est un peu tendu, quoi. Je vous rassure, ici, on ne peut pas le faire. Deuxième point, déclenchement par webhook. Donc là, ça veut dire qu'il faut déclencher le processus à la demande, il faut une URL de test et une URL de production. Ça, N8N le fait très bien. Vous pouvez tester dans N8N tous vos process sans impact, et après vous passez en prod, c'est vraiment très très bien fait. La doc aussi est top. La mise en œuvre, bon, elle est simplifiée. Okay. Troisième étape, la création de l'environnement cPanel. Donc là, je récupère les arguments de ma commande Slack sous forme de tableau. Donc j'avais quoi? Le nom de domaine, et j'avais mon nom d'utilisateur que je définis arbitrairement. On pourrait aussi faire un nom qui est généré à la volée, imaginatif. Donc à partir de là, je récupère mon identifiant, le nom de domaine, le compte il est créé. Alors j'ai aussi des notifications dans mon Slack pour dire qu'il y a des interactions avec cPanel. Ça permet de vérifier que le nom n'est pas déjà pris, par exemple, ce genre de choses. Je récupère l'identifiant, ils sont communiqués dans la notif finale, et j'ajoute le cron. Donc, voilà. Donc tout ça, en fait, ça va nécessiter d'utiliser que de l'API WHM cPanel. Donc ça permet de dire, je déclenche par une commande l'ajout dans un module, une configuration dans mon interface. Je ne vais pas aller ouvrir ma console d'administration de chez mon hébergeur pour aller cliquer sur un module pour aller faire le réglage, hors de question. Donc là, je passe, ça c'est toute la partie cPanel. Ensuite, il y a les DNS chez Cloudflare. Bon, il n'y a pas beaucoup d'étapes, c'est assez simple ici. Je fais que de l'ajout, je ne fais pas de suppression, pas trop risqué comme ça. Alors après, le truc qui nous intéresse sur WordPress, ça va être déjà, je crée la base de données, la base.
Ensuite, je crée un utilisateur, je crée le mot de passe que je génère aléatoirement et que je vais réinjecter plus tard dans mon wp-config. Je définis les droits sur la base. J'ai aussi importé une clé SSH, oui, parce que bon, si vous faites encore du FTP, il va peut-être falloir arrêter au niveau connexion serveur. Donc connexion SSH, c'est pas mal. Et du coup, je l'ajoute dans mon cPanel. C'est ma clé qui, du coup, elle est stockée de manière sécurisée dans mon instance N8N. Et ma clé publique, du coup, est réinjectée et ça donne l'autorisation sur la clé. Et après, je vais cloner le site. Voilà. Donc le site, il est cloné en ligne de commande pour avoir le moins d'erreurs possible. Donc je vais récupérer sur un site qui tourne donc en ligne un WordPress, il se zip, il se renvoie en SSH de manière sécurisée, et il va venir, c'est la suite d'ailleurs, ouais, il vient sur le serveur distant. Je génère forcément le fichier wp-config avec une configuration optimisée, je ne laisse pas une config de base, on peut gérer dans ceux qui connaissent un petit peu ce fichier, c'est le fichier de config de WordPress dans lequel on va pouvoir aller injecter des defines sur les debugs, sur la mémoire limite, sur si vous voulez mettre un cron, pourquoi pas des clés de licence de certaines de vos extensions favorites, etc. etc. Ensuite, on va importer la base de données du site modèle, comme ça on part à chaque fois d'une instance qui est bien vierge et tout ça. On supprime les éventuelles données, il y a toujours des données dans WordPress qui traînent, des trucs qu'on ne veut pas. On remplace les URL en base par le domaine ici wc-toulouse.wpchannel.com. Donc tout ça en ligne de commande. Et on fait les mises à jour, parce que souvent, votre instance, oui, peut-être que vous pouvez la mettre en auto-update, mais on ne sait jamais que ça n'avait pas bien marché sur tout, alors on refait un coup d'update, et comme ça c'est parti. Et la dernière étape, du coup, on récupère les identifiants de connexion au WordPress, évidemment, puisque alors ceux-là, du coup, ils ont été générés en toute sécurité de manière aléatoire, donc ça c'est top. On les chope dans Slack, quitte à les rechanger après coup. Évidemment, si vous n'êtes pas safe sur votre Slack, on ne sait jamais. Temps approximatif, ah oui, alors là j'ai spoilé. Donc le temps approximatif, s'il n'y a pas d'erreur, c'est 1 minute 30. C'est pas 42 secondes, mais tout le process que je vous ai mis en capture, c'est 1 30. Au début, il faisait 42 secondes pile, donc évidemment, c'était trop cool. Mais maintenant, j'ai rajouté 2-3 trucs, donc ça prend 1 30. Donc 1 30, c'est toute la vidéo que je vous ai montrée pour avoir un WordPress. Alors limite, on pourrait lancer aussi le navigateur en automatique, si on va encore pousser le délire. Mais c'est vrai que là, vous avez une démo qui est opérationnelle, vous avez un WordPress qui tourne, vous avez peut-être 15 extensions, vous avez peut-être importé un jeu de données fictif, vous avez peut-être vos propres blocs, vos patterns FSE, enfin tout ce que vous voulez. Et ça, en 1 30, c'est fait. Donc je pense que c'est quand même pas déconnant par rapport à une moyenne en général. Moi j'estimais à 2 heures. Hein. Si on devait faire toutes ces étapes manuellement, en prenant, voilà, on prend un chrono, on y va cool, pas trop rapide non plus, on considère qu'il peut y avoir un temps d'interruption à certains moments, c'est potentiellement 2 heures pour faire ces actions quand même. En étant derrière son ordi et que le setup ne pose pas de problème. Et vous pouvez faire des erreurs. Voilà, donc ça c'est toujours pareil. Les erreurs, elles arrivent très vite, hein, surtout si vous avez des configurations qui varient assez souvent. J'ai 3 minutes, c'est ça ? Ok. Limites techniques. Alors là, je vous livre des limites qui m'ont concerné, que j'avais identifiées, mais peut-être que vous allez en trouver d'autres. Et évidemment, ça va dépendre aussi de comment vous allez adapter ce workflow au quotidien. Donc générer le SSL Let's Encrypt, dans mon cas, c'était quasi mission impossible, donc j'ai laissé passer. C'est là où il faut faire un peu le rapport des choses. Si c'est automatisé pour gagner moins d'1 minute et que pour l'automatiser, il va falloir mettre en place des choses qui vont être coûteuses, qui vont prendre 3 semaines, je ne sais pas quoi, ça ne sert à rien d'automatiser. Faites-le à la main, pour le coup, c'est pas grave. Donc automatisons ce qui peut l'être dans de bonnes conditions aussi. Ensuite, il faut pour configurer PHP sur ce serveur-là, c'était un peu compliqué parce qu'il y a des versions de PHP qui sont modifiées, donc j'ai pas pu le faire tel que je le voulais. Mais si vous êtes sur du standard cPanel, vous pourrez aller configurer et mettre vos bons réglages PHP que vous avez envie. Donc, vous pouvez très bien imaginer déployer des instances. Oui, je veux une 8.3, je veux une 8.4, un peu ce que vous voulez, quoi. Voilà pour les limites. Bon, après, les limites, on peut en trouver partout. Hein. Conseil, alors. J'accélère aussi. Choisissez des outils dotés d'API. Alors ça, c'est le conseil fondamental de la journée, je pense, de cette intervention du moins. Ça va être de toujours travailler au niveau de votre stack logiciel avec des outils qui ont des API. Que ce soit au niveau de vos outils de gestion de projet, de gestion de contacts, de mail, d'hébergement, de tout ce que vous voulez, prenez avec des API. Plus vous avez d'API, plus vous connectez les outils entre eux, plus ça agrège, plus ça va vite, plus c'est productif. Vous avez compris. Lisez réellement les docs, parce que souvent, on s'aperçoit qu'en fait, tout est marqué, mais on pense aller plus vite en le faisant soit, oui, j'ai l'habitude, je maîtrise l'API, machin, et au final, la doc disait qu'il fallait un paramètre obligatoire, qu'on pensait que ça ne l'était pas, qu'elle n'a pas été mise à jour, machin, ça va quand même plus vite. Donc ça, il ne faut pas croire que... Voilà. Sauvegarder, pensez vraiment à sauvegarder le plus possible, faire des exports manuels de vos workflows, si vous avez passé plusieurs heures dessus, c'est dommage de tout perdre, ça arrive. Tester. Évidemment, testez, vous n'aurez pas fini de tester. Et du coup, répliquez le concept et déclinez-le.
parce que là, l'idée de ce que je vous ai montré, vous pourriez aller encore plus loin, et forcément, il va falloir l'adapter, et ce que vous allez apprendre sur un workflow, vous allez pouvoir imaginer le mettre en place pour des choses pas forcément même liées à WordPress, mais avec les mêmes outils d'automatisation. Et c'est ça la magie du truc, c'est que vous allez avoir une courbe d'apprentissage qui va être dure au début, mais après, vous allez voir plein d'opportunités qui vont apparaître dans votre cerveau, et vous dites, ah oui, tiens, là j'ai un autre outil, qu'est-ce qui se passerait si dans mon outil de gestion de projet, une tâche qui est marquée terminée, est-ce qu'elle ne pourrait pas déclencher l'envoi d'un truc de machin? Et en fait, tout ça, avec des outils d'automatisation, vous allez pouvoir le faire. Là où bien souvent, les outils que vous allez payer une fortune tous les mois par abonnement vont plus ou moins vous brider sur le nombre d'automatisation, de règles, etc. Ou pourquoi, des fois, ne pas en proposer d'ailleurs. Et là, en fait, avec N8N, par exemple, vous n'allez pas payer, en fait. Hein, vous pouvez faire 2000 automatisations. Du moment que vous gérez votre instance, c'est parti, quoi. Idée pour la suite, donc voilà, vous pouvez générer du contenu avec de l'IA pour fournir une démo, donc ça pourrait être un bloc supplémentaire dans le flux que je vous propose. En fonction de la thématique du projet, de l'instance, vous embarquez du contenu fait par IA, c'est toujours plus sympa que du contenu lorem ipsum. Bon, les SSL, on en a parlé, ça serait pas mal que j'y arrive. Générer aussi quelque chose par formulaire, voilà, créer sa propre instance avec plein de réglages via une petite interface, ça peut être sympa. Voilà, donc ça c'était les quelques idées, vous en aurez sans doute beaucoup plus que moi. Et pour terminer, je conclurai sur une petite citation inventée à base d'IA, mais remodelée juste avant l'intervention. L'automatisation ne remplace pas l'humain, elle lui rend du temps, mais en réalité, ah oui, j'ai oublié, elle n'a pas marché, elle lui rend plutôt de l'énergie, puisque si on considère que le temps n'existe pas, c'est plutôt de l'énergie que vous allez récupérer, de l'énergie que vous allez remettre à profusion sur là où il y a de la vraie valeur ajoutée, qui n'est pas de déployer du WordPress en 2 heures, et maintenant, j'espère, en 1 minute 30. Voilà. Si vous avez des questions, avec plaisir. J'adore les questions, hein. Alors allez-y. Alors, si tu adores les questions, j'en ai 250 en moins de 30 secondes. Bon, alors, non. Alors, quid d'une installation sur, par exemple, un hébergeur? Imagine, on a un client, par exemple, on prend toujours le même type d'hébergeur. Ouais. Donc, on a accès à un cPanel, un nom de domaine, on a acheté tout ça pour un client. À partir de quand le curseur de ton flow commence? Enfin, je veux dire, par rapport à cPanel, tout ça, c'est intégré dans le flow dont tu parles, par exemple? On peut se connecter sans problème à tout ça? Ouais. À moins que ton hébergeur t'ait bloqué, normalement c'est parti. Donc c'est valable pour un hébergeur déjà acheté, par exemple, un hébergement déjà... Il faut voir avec l'API pour OVH. Moi ici, j'ai pas bossé avec OVH. Ça marche. Merci. J'ai bossé avec un sponsor. Je cite pas de marque après, on sait jamais. Bonjour, merci pour la conf. Je voulais savoir, au niveau des backups dont tu parlais sur N8N, je sais que moi je galère pas mal pour faire les backups parce que la version auto-hébergée, on n'a pas les mêmes possibilités de backup que sur la version cloud. Je veux savoir comment tu gérais ça. Oui, c'est une bonne question. Alors effectivement, hormis faire des exports manuels de temps à autre, ça peut être risqué. Le plus simple, c'est de backuper son Docker en fait. Hein. Et de trouver, en fonction de comment le Docker il est déployé, moi c'est sur un NAS par exemple, d'aller venir backuper son image avec son Docker dedans et tout. Il n'y a pas effectivement l'option dans N8N sur l'auto-hébergé, effectivement. Donc j'ai pas mieux que ça à proposer sur ça. Mais oui, il faut backuper, oui. Pardon ? On n'entend pas. Oui, j'ai une piste. Vu que c'est que du JSON au niveau des workflows, oui. On peut backuper ça sur un repo Git. Donc faire un autre workflow. Ouais, effectivement. Un backup de ses propres workflows. Ouais, c'est une excellente astuce et je rebondis dessus parce qu'on peut connecter un peu des workflows entre eux dans N8N et du coup ça permettrait de brancher un workflow commun à plusieurs autres workflows en mode backup. Ouais, effectivement. Et par contre, on perd tout ce qui est les credentials, donc tout ce qui est les clés. Ouais. Ça, par contre, il faut sauvegarder à la main. Ouais. Bon, après, tout s'imaginer, je pense. Pas d'autres questions ? Bonjour, est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle Git, GitLab, GitHub et compagnie n'a pas été intégré dans le flow là actuellement ? On pourrait effectivement automatiser cette partie-là, création du dépôt, pousser des choses dessus. Oui, pourquoi pas, j'y ai pas pensé. Très bonne idée.
Très très bonne idée. Après là, je suis parti un peu de mes cas d'usage de base, qui était plutôt sortir un peu des démos, des choses qu'on va pas forcément conserver. Mais c'est une très bonne remarque. Là, c'est un cas typique d'adaptation à un process, hein, de se dire, tiens, moi j'ai besoin de créer une pré-prod, un staging qui va marcher réellement derrière. Ouais, connecter du Git et tout ça, carrément. Et c'est totalement faisable avec du N8N et ce genre d'outils. Ouais, très bien. Oui, vous pouvez remontrer la deuxième étape sur laquelle vous êtes passé un peu vite, excusez-moi. C'était la slide sur... Oula. Celle-ci? Sur les cas d'usage? Sur l'utilisation. Ah, d'accord. On sait pas ça. Ok. Ça va être un peu long. Celle-là? La vidéo? Celle-là? Ok. On arrive à la fin. Ok. Le déclenchement par webhook. Ok. Et la question, du coup, c'était? Ah, d'accord, ok. Alors sinon, je vous rappelle que cet Slide seront en ligne. enregistré, ce sera monté et disponible sur WordPress TV. Oui, bonjour Aurélien, ici. Alors déjà, te saluer pour le WordCamp de Biarritz. Moi, j'y étais, du coup, te remercier Merci. pour ça, c'était sympa. Et là, j'avais une petite question. Du coup, ton déclencheur, donc tu l'as mis sur Slack. Ouais. Est-ce que ça serait possible de l'intégrer plutôt dans un WordPress je ne sais pas si tu connais l'extension Short Trigger qui est arrivée là, il n'y a pas très longtemps, qui permet d'automatiser des choses aussi. Mais en fait, on peut tout imaginer sur le déclencheur. Voilà. Vraiment aucune limite. Hein. Donc, T'es prendre parti sur process, Slack, c'est de partir de là. T'es parti sur Slack parce que c'est ton outil, tout simplement. Ouais, voilà, c'est mon outil de gestion avec les collègues et des notifications. Tous les outils sont branchés dessus quand il y a des alertes, des choses comme ça. Du coup, je passais par là. Mais ça pouvait être une commande envoyée via un WhatsApp, hein, on peut imaginer. Hein. Je sais pas, hein, tout est possible. Hein. Il n'y a pas de limite, en fait. Pas de limite. Il faut adapter. Si vous êtes un commercial en déplacement toute la journée pour aller voir des clients, pour aller vendre du WordPress, vous voulez déclencher la démo en urgence dans la voiture, je ne sais pas quoi, vous avez juste un téléphone, prévoyez un truc qui marche sur une appli téléphone, je ne sais pas. C'est pas très compliqué, honnêtement. Oui. Oui, bonjour Aurélien. Bonjour. Question ou idée dans ton workflow. Alors j'utilise Zapier et Make, Ouais. et j'ai un projet d'utiliser N8N par rapport à la notion d'économie justement sur les actions. Dans les deux, tu peux gérer des cas où ton action ne marche pas. Dans ton scénario N8N, il n'y a aucun cas où ça ne marche pas, tout comme avec un profil technique, tu aimes bien avoir des logs, Ouais. ça plante pour pouvoir t'y référer. Toi, Ouais. ton Slack, tu attends 1 minute 30, si ça bug à quelques temps, Ouais. voilà. Tu le sais pas, tu n'es pas informé par quoi. Alors pourquoi tu voulais... La condition if else, ça prenait trop de temps, rentrait pas dans la 1 30, ou tu pars optimiste? Alors, c'est une très bonne question. En fait, au niveau du workflow dans N8N, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des logs d'exécution. Donc, dès qu'on a des erreurs, en fait, on a toute la vue avec la grande capture que j'ai montrée. On a l'endroit exact de l'erreur et on a le remontée de l'erreur. Donc ça permet déjà de tester, de débugger tout son workflow. Et effectivement, à la fin aussi, quand on a une gestion, on peut faire de la gestion d'erreurs avec un workflow de gestion d'erreurs, par exemple, qui serait branché dessus. Donc ça peut être possible. Mais comme j'étais dans un cas qui me concernait que directement, où j'ai fait en sorte que chaque étape fonctionne, je voulais pas rentrer dans des délires où on gère trop de cas. Je suis pas en train d'industrialiser quelque chose que je vais revendre, par exemple, que je vais mettre en ligne. Donc là, je me suis arrangé le coup à ma sauce. Mais évidemment, on a une super, on peut gérer dans la vue, voir tout ce qui bug. On a tous les logs. Toutes les exécutions qui sont ratées. Et quand c'est raté, on peut se faire de la notification, par exemple, pour au moins être informé et aller débugger. Et pourquoi pas arranger son workflow pour gérer, ah oui, là, effectivement, j'avais pas pensé que tel élément pouvait déjà être pris ou avoir le même nom, ou il y a des caractères indésirables, je sais pas trop quoi. Souvent, c'est des choses qu'on va avoir dans la gestion des données, des workflows. Et donc, rajouter des conditions de gestion d'erreurs, d'interrompre le workflow, de revenir à une autre étape, ça, c'est possible. Mais après, ça grossit le workflow. Donc après, c'est là, c'est toujours pareil, c'est la balance bénéfice à des avantages. Soit j'y passe 2 jours de plus pour faire une gestion d'erreur qui est parfaite, mais ça me sert qu'à moi, donc je m'en fous un peu, et mon workflow il marche. Soit effectivement, j'ai des équipes, j'ai des gens des utilisateurs externes qui vont interagir. À ce moment-là, oui, je suis un peu obligé de prévoir un peu les 42 cas possibles, et dans ce cas-là, oui,
je vais devoir pousser. Et donc, on peut le faire. Moi, Oui. ça répond du coup que sur N8N, mais j'en doutais pas. Tu peux avoir justement le log d'erreur. Ouais, mais ouais, bien sûr. ça sous-entend qu'il faut y aller. Et le Et- log, il est et super quand- bien assisté et très détaillé à chaque étape, quoi. Yes. Donc quand tu le mets quand tu l'implémentes la première fois, donc ça, Tu mais utilises que ça au début. après tu es quand même Ouais. optimiste que ça marchera tout le temps. Mais ça change rien parce que c'est toi le déclencheur au final. Donc si 1 minute 30 après t'as pas le feedback, Oui. tu te doutes du réseau. C'est pas une tâche qui tourne comme un cron server. Non, là, c'était par webhook, donc effectivement, ça n'allait pas se répéter. Ça Ouais. marche. Merci à toi. Ouais, ouais. Est-ce que sur le petit point de friction du certificat SSL que tu évoquais, notamment dans le cas d'une démo faite en sous-domaine avec le nom du client .monagence.com par exemple, on ne peut pas préparer un certificat wildcard SSL, Let's Encrypt ou une autre autorité de certification, et ça veut dire dans ce cas-là... C'était une réflexion que je voulais pousser, mais voilà, je ne l'ai pas encore fait. Non, mais il y a plein de trucs qu'on peut imaginer, hein, effectivement. Mais il y a toujours le serveur qui va poser un peu souci à un moment donné sur le SSL. Donc, Il Pardon. ne pas Let's Encrypt. Je pensais que ça a été une évolution qui existait, mais bref, voilà, ça peut être éventuellement un truc à tester avec une autre autorité s'il y a besoin. après, la Script, ça dépend comment aussi c'est implémenté au niveau serveur. Et c'est un peu compliqué, en fait. Il n'y a pas forcément... Bon, après, c'est pas la fin du monde pour tester des sites, quoi. Merci. Merci à vous.